Eh oui, l'enfant roi serait né de la culpabilité des parents qui travaillent et qui sont obligés de laisser leurs enfants à la collectivité. C'est ce que lâchait récemment la très polémique Caroline Goldman. Alors à l'heure où, en France, comme ailleurs, les rythmes effrénés et de plus en plus exigeants, ainsi que les exigences de toutes parts, nous donnent parfois l'impression d'être noyés. Alors, il est difficile de ménager parfois du temps pour ses enfants. Alors question que nous allons poser ce matin, tout simplement, pourquoi cette impression que les parents s'occupent de moins en moins de leurs enfants? Nous allons en parler avec nos trois invités qui sont aujourd'hui, ce soir, Lisa Kamen Hirsig. Bonjour Lisa, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Lisa. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes institutrice, vous êtes chroniqueuse au Point, mais pas seulement, également du côté de chez Marianne, au Figaro, à Contrepoint. Et vous venez surtout de publier cet ouvrage coup de poing, on peut le dire, hein, chère Lisa Kamen, La Grande Garderie, carrément. Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants, tout fraîchement paru chez Albin Michel. Nous sommes également en ligne avec Patricia Mozan. Bonjour Patricia. Bonjour à vous, vous allez bien? Eh bah, écoutez, en cette rentrée, plutôt bien, puisque nous avons Oui. la joie de tous nous retrouver les uns les autres quotidiennement sur ces deux antennes que sont Radio Notre-Dame et RCF. Alors, vous êtes psychologue, psychanalyste, psychothérapeute. Vous avez particulièrement travaillé sur cette question de la solitude de l'enfant unique. Et nous sommes enfin en compagnie de Caroline Carmentran. Ravie de vous recevoir ici, Caroline. Bonjour. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes l'ancienne conseillère régionale d'Île-de-France. Vous êtes maintenant maire adjointe à la famille et à la petite enfance dans le 92, à Agnières-sur-Seine, précisément, Exactement, on peut à le dire, on peut le préciser. Alors attention, ce matin, l'idée n'est pas de mettre 10 paires de baffes aux parents comme le fait régulièrement Caroline Goldman, mais Caroline Goldman accuse aussi, elle aussi, finalement, derrière tout un système, toute une culture, toute une société, quand on la lit vraiment dans le texte. En revanche, c'est vrai que cette question, bon, on a eu du mal à fabriquer cette émission. Mais quand même, il y a cette impression, il y a des chiffres aussi qui le prouvent, on va le voir de façon plus ou moins directe, que, mine de rien, le système est ainsi fait. Caroline, j'ai envie de commencer par vous. Le système serait ainsi fait, je vous pose la question, que nous, les parents, nous nous occuperions de moins en moins de nos enfants. Qu'est-ce qui est en train de se passer en France? Globalement, là, quel est l'état des lieux que vous faites, vous qui travaillez justement à la petite enfance et à la famille à Agnières-sur-Seine? Écoutez, en fait, effectivement, vous avez raison de préciser qu'il faut faire très attention de ne pas culpabiliser les parents. Voilà, ça c'est c'est vraiment la chose Chacun que fait ce qu'il peut. chacun fait ce qu'il peut aujourd'hui dans la société que l'on a construite tous ensemble. Et les parents se retrouvent aujourd'hui dans cette société où on leur a donné, on leur donne des injonctions. En fait, on les a entraînés dans un tunnel d'où ils ne peuvent pas sortir même s'ils en avaient envie. Et la société a organisé, finalement, le fait que, les familles ne s'occupent plus de leurs enfants. En leur donnant des injonctions, en dépensant des sommes faramineuses pour faire garder les enfants. Je vous rappelle juste Ouais, ce chiffre, hein, je suis à la petite enfance. ouais. La collectivité dépense, heu, pour un berceau de place en crèche, 25 000 €, entre 20 et 25 000 € par an et par enfant. Pour faire garder un 25 000 enfant, euros pour un une enfant? place en crèche. Donc en fait, la société a organisé, a dépecé les familles, et a dit aux familles: «Voilà, l'argent qu'on vous donnait jusqu'à présent, les allocations familiales, le congé parental, le quotient familial qu'on a modifié 2 fois, tout ça, cet argent-là, on va le prendre parce que il faut absolument que vous alliez travailler à 2. C'est Ouais. ça qui va vous épanouir et donc on va prendre tout cet argent et on va le mmh, faire en sorte d'organiser, de garder vos enfants». Donc on dépense 25 000 € pour la crèche, on dépense, heu la cantine, on dépense, le périscolaire, on dépense tout ça mis bout à bout, ce sont des sommes faramineuses, hein. 1 heure de il faut que les gens, ne savent pas forcément combien ça coûte, mais 1 heure d'études, Ouais, ça coûte aux villes, par exemple, 42 €. C'est tout ça par est jour, par enfant. voilà, et tout ça revient très cher et c'est des choix politiques qui ont fait qu'on a entraîné ces dépenses. Ce sont des choix politiques. On a dit aux parents: «Ben voilà, on supprime les allocations familiales, on supprime tout ce qui vous aidait à pouvoir rester chez vous un petit peu
avec vos enfants et on va le dépenser autrement. Donc ce sont des choix politiques et donc aujourd'hui, les familles n'ont pas d'autre choix Ouais. que, d'aller vers ce tunnel qui a été, créé par les politiques. Et moi, je rencontre beaucoup de familles qui me disent aujourd'hui: «En fait, moi, j'aimerais bien passer plus de temps avec mes enfants, mais je n'ai pas les Ouais. moyens parce que ces moyens-là, on les a dépensés ailleurs». Et enfin, je vous laisse peut-être laisser parler vos autres invités, mais et donc effectivement, aujourd'hui, bah, les couples que l'on voit, qu'est-ce qu'ils font? À peine enceinte, la maman, elle doit trouver une maternité très, très vite parce que, voilà, il faut tout de suite Ouais, trouver une place absolument. parce Ce qui est qu'après il y déjà a pas plus une de mince affaire, place parcours du et combattant qui voilà. commence, ouais. Elles sont à peine enceintes qu'elles pensent déjà mode de garde. Elles ont même pas leur enfant dans les bras, qu'elles pensent déjà le stress du mode de garde. Tout est stress, en fait, Tout hein. est C'est ça que vous êtes en stress train pour de nous ces expliquer familles. et c'est vrai d'ailleurs, hein. Ils s'endettent, heu, avec 2 salaires pour des appartements qui sont de plus en plus chers et donc ils s'endettent sur 2 salaires et après, ils sont dans ce tunnel de devoir rembourser et donc ils Ouais. n'ont plus le choix et comme Bosser, ils ne bosser, 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 bosser. bosser, bosser, quand je vois ces posts Facebook, de mamans qui disent: «Je cherche, quelqu'un pour, prendre mon enfant à 7h30 le matin, l'emmener à Une la autre pour crèche, venir une la autre le chercher. soir pour, l'emmener au tennis, voilà et puis, donner les bains, faire travailler». Mais quelle joie! Elles se privent de tellement de joie de Mmh. voir grandir leur enfant, de travailler à côté de leur enfant. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour les culpabiliser, mais pour dire que la société s'est organisée comme ça et que malheureusement, elles n'ont pas d'autre choix que de, heu, ou alors vraiment si enfin le choix qu'elles ont, c'est de faire des choix radicaux et j'en vois des familles Ouais. qui font des Alors, choix radicaux. effectivement, Lisa, de confier leurs enfants à la grande garderie dont vous parlez. Lisa Kamen, pardonnez-moi cette transition un peu hasardeuse, mais on est bien un peu dans votre sujet tout de même ce soir, en fonction de ce que vous racontez dans votre livre autour de, voilà, de l'hypocrisie et de toutes ces injonctions finalement. Alors vous pointez l'éducation nationale, donc l'école, hein, la crèche, vous en parlez pas tellement, mais vous voyez, vous vous retrouvez dans le système qui est en train de pointer du doigt Caroline Carmentran ce soir ou pas? Bah, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une société et je dirais même que c'est un État qui a organisé, alors il n'y a pas que le nôtre, hein, il y a d'autres pays où c'est pareil, mais c'est un État qui a organisé la dépossession des parents de leurs enfants. Il y a une volonté derrière, une volonté politique comment dire, d'enlever les enfants à leurs parents et l'idée que l'État, le gouvernement, les agents de l'État les éduqueront mieux que leurs propres parents. Et c'est ce qui fait en partie, hein, c'est pas la seule raison, mais mon livre s'appelle La Grande Garderie parce que j'ai constaté, moi, pendant que nous étions covidés, pendant que nous étions confinés, que les parents étaient très avides comment dire, que les enseignants donnent des occupations à leurs enfants et pas forcément que les enseignants instruisent leurs enfants. Ils ne demandaient pas beaucoup de comptes Mmh. sur les programmes ou sur ce qu'il était nécessaire de savoir à la fin de l'année. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on occupe leurs enfants. On les a tellement dépossédés de leur possibilité de s'occuper eux-mêmes de leurs enfants que finalement ils ne savent vraiment plus comment faire. Et ça se manifeste très fortement en ce moment, enfin ça fait 2-3 ans que c'est encore plus fort. On le voit par exemple avec l'interdiction de l'instruction en famille. Alors c'est pas une interdiction, mais de fait ça en devient une puisqu'autrefois jusqu'à 2020 on pouvait instruire son enfant en famille sur simple déclaration. Ouais. Aujourd'hui c'est un régime d'autorisation. Donc il Ça se faut durcit quoi, demander hein. Ouais, de ah plus en voilà, c'est plus, ça, hein. il faut demander à l'État le droit d'instruire son enfant à la maison et il faut qu'il y ait une raison. Alors il faut qu'il soit par exemple handicapé, harcelé, qu'il ait besoin d'une pédagogie particulière, etc. Donc il faut justifier sa demande et les tribunaux administratifs, quand il y a conflit, en fait les tribunaux administratifs français, il y a des régions où il y a 100% de refus. Mmh. À Toulouse ou je sais plus, j'avais à Lyon, je crois, il y a entre 90 et 100% de refus. C'est-à-dire que les parents sont dépossédés de ce droit-là. La deuxième chose, c'est l'obligation de l'instruction, enfin, pardon, l'obligation de scolariser les enfants dès 3 ans.
Moi, j'ai un petit garçon qui est rentré à l'école cette année-là. Il a aujourd'hui 6 ans, mais le jour où il est rentré à l'école à 3 ans, j'ai demandé si je pouvais le garder l'après-midi, puisqu'il ne faisait pas la sieste. Donc, je voulais pas qu'il embête tous ses petits copains. Et en fait, on m'a refusé cette possibilité au motif que l'école était obligatoire dès 3 ans. D'accord. Donc, voilà. Donc, Non. on m'a prévenu que si je gardais mon fils à la maison l'après-midi, on allait le signaler aux services sociaux. Donc c'est quand même mon enfant, hein, donc Waouh. je l'ai pas volé, je le maltraite pas, enfin tout se passe bien à la maison. Je n'avais pas le droit de le garder. Donc en fait, tout est fait pour que les parents soient dépossédés de cette Et possibilité donc, d'instruire eux-mêmes, de ouais. passer du temps avec leurs enfants. Et je pense que derrière ça, il y a une volonté idéologique de fabriquer, d'ailleurs, Monsieur Macron l'a rappelé très récemment dans une interview dans Le Point, de fabriquer, c'est son mot, hein, c'est pas le mien, de fabriquer des petits républicains. Donc pour Donc, fabriquer des petits que vous républicains, aviez déjà évoqué effectivement oui, pour l'an fabriquer des dernier. petits républicains, il faut les mettre dans une collectivité où ils vont apprendre, entre guillemets, le vivre ensemble, etc. Bon, moi c'est très bien, hein, je suis d'accord À avec la le fait limite, qu'on pourquoi donne pas? plus de... Le Bah, respect livre en soi, ça me convient. bah, Mais s'il y a que c'est ça, formidable si ça se passe dans des bonnes conditions, hmm, mais comme le disait madame, ça coûte une fortune. C'est des postes de dépenses délirants pour l'État, que nous payons avec nos impôts, hein, bien sûr, et nous payons une dette et les intérêts d'une dette qui sont complètement délirants aussi pour ce genre de dépenses, alors qu'il y a des tas de parents qui seraient ravis de garder leurs enfants à la maison. Et on sait que les enfants qui sont instruits en famille ont de meilleurs résultats scolaires. Donc je ne vois pas pourquoi on s'acharne à les arracher à leur maman ou à leur papa. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. aussi Ça petit coûte en tout cher, cas, peut-être qu'effectivement, ça coûte cher. cette Les enfants sensation obtiennent que de ça se meilleurs durcit. résultats quand ils restent à la maison plus longtemps. Il y a Hmm. des tas de pays où l'obligation scolaire est bien plus tardive. Je pense à la Finlande qui est à 7 ans, l'Estonie ça doit être 6 ans, la Suisse c'est entre 4 et 7 ans, où les résultats scolaires sont meilleurs que les résultats français. Hmm. Donc tout ça, c'est on a pris le problème à l'envers, mais je pense qu'il y a une volonté délibérée derrière. Hein. Patricia C'est pas juste le Mosdam, fruit d'une histoire. et merci Oui. infiniment Lisa Akamed d'avoir planté le sujet, si je puis dire, avec Caroline Carmentron. Patricia Mosdam, je m'adresse à la psychologue que vous êtes. Au fond, l'impact psychologique, c'est vrai, de cette sensation qu'on est un peu... C'est vrai que moi, je suis passée par là très discrètement. Hein, c'est vrai que dès la maternité, on vous prend tout le temps votre enfant pour 1000 tests, etc. Déjà, on a la sensation qu'on n'est pas doué, quoi, ça va être très très dur, quoi, d'être une maman, juste une bonne maman, quoi, que tout de suite vous êtes, on va vous apprendre à être capable, quoi, comme si c'était pas du tout naturel d'être parent, pardon, d'être maman, et puis ensuite d'être parent. Est-ce qu'il n'y a pas un impact? Est-ce que vous ressentez cet impact psychologique, justement, de cette espèce de sensation d'être incapable, donc générée par ce système où vous l'impression que l'État sait mieux que vous comment élever un enfant, au fond, c'est un peu ça le fond de la Alors, question. moi, mes patients, non, ne Ouais. m'apportent pas ce discours, puisque effectivement, il n'y a pas cette réflexion politique derrière. Moi, ce que j'entends au quotidien, effectivement, avec des mamans qui travaillent, qui sont débordées, qui ont une charge mentale importante, en fait, donc c'est toujours pas pour culpabiliser personne, puisque les gens avec qui je travaille le savent bien, mais c'est le fait que déjà il y ait un problème de rapport à l'autorité. Donc, à partir du moment où un enfant, on peut plus rien lui dire. Enfin, il y a cette impression un peu ramenée, des États-Unis de l'enfant roi. Donc, c'est un peu compliqué de trouver un juste milieu entre l'autorité ou pas quand on travaille. Et la double peine, ce sont les divorces énormes. Et donc, le partage des tâches, entre guillemets, et des devoirs qui n'est pas fait d'un côté ou de l'autre, ou qui est difficile à faire d'un côté ou de l'autre. Donc, ça sont de réels soucis. Le fait que, comment dirais-je, les enfants soient partagés entre tout cela, qu'ils fassent un peu de résistance, qu'ils passent de classe en classe. Donc, bon, bah, pourquoi faire des efforts puisqu'on ne redouble plus? Enfin, c'est multifactoriel en fait. Ouais. Et du coup, le parent, il est coincé entre le système qui lui dit à l'école où on lui dit, bah, vas-y, de toute façon, tatati tata, l'école qui l'aide à faire ses devoirs dans un sens, mais de l'autre, j'entends aussi des enseignants qui se plaignent parce qu'il y a des enfants qui bougent tout le temps, qui sont déjà sur les tablettes, donc qui ont des problèmes comment dirais-je, enfin De comportement. qui peuvent pas, oui, de comportement. Enfin voilà, donc c'est multifactoriel, pourrais-je dire. Eh bien, nous allons continuer cette conversation juste après Jean-Sébastien Bach,
si vous nous le permettez, bien sûr. À tout de suite. Ce serait bien si dans les crèches, on faisait écouter aux enfants Jean-Sébastien Bach. Peut-être que cela se fait d'ailleurs, à l'heure où nous parlons. Eh bien, des parents qui nous écoutent peut-être ce matin, effarés, effondrés, fatigués, épuisés. Pourquoi s'occupent-ils de moins en moins de leurs enfants? Eh bien, c'est un constat qui est fait par Caroline Carmentran, par exemple ici présente, qui est ancienne conseillère régionale d'Île-de-France, maire adjointe à la famille et à la petite enfance d'Asnières-sur-Seine dans le 92. Nous sommes également en compagnie en ligne avec Patricia Mosdan, qui est psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, qui travaille justement sur la solitude de l'enfant unique, et Lisa Kamen-Hirsi, qui est institutrice, chroniqueuse au Point, chez Marianne, au Figaro, etc. et qui vient donc de publier cette grande garderie, la grande garderie qui est devenue La France, l'éducation nationale à la française, publiée chez Albin Michel. Caroline Carmentran, en fait, tout ceci étant fait, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous invite à réécouter la première partie, sinon vous n'allez rien comprendre. Mais Caroline Carmentran, tout ceci étant fait pour nous faire croire que c'est formidable, en fait. La crèche est formidable, tout ça. Alors, c'est peut-être formidable quand on n'a pas le choix, etc. Très bien. Mais c'est quelque chose qu'on nous fait croire, qu'on nous laisse penser que tout ça va très bien se passer. C'est un peu ça l'idée qui est véhiculée aujourd'hui? Vous pointez du doigt? C'est-à-dire qu'on a réussi c'est à faire croire aux parents que, par exemple, la crèche, c'était formidable pour leur enfant. Mais si on réfléchit à ce que c'est qu'une crèche, même si, bien évidemment, les enfants, ils sont très bien accueillis avec un personnel extrêmement dévoué. Et je salue d'ailleurs le multi-accueil des Chantiers, qui est absolument formidable. Voilà, avec vraiment, du personnel un dévouement fabuleux. très vraiment. dévoué. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de mal à trouver du personnel. Quand j'entends Absolument. Emmanuel Macron nous dire qu'il va créer 200 000 places en crèche, alors qu'il manque aujourd'hui 10 000 plus de 10 000 Auxiliaires personnes puéricultrices, dans les enfin, crèches, et que dans les personnel. villes du 92, des crèches ferment, des sections ferment, les places ne sont pas attribuées. J'ai envie de dire à Emmanuel Macron, venez sur le terrain pour voir ce qui s'y passe avant de nous dire qu'on va continuer à ouvrir des Ouais, places en crèche. donnez-leur envie, quoi. Aussi, Mais en fait, ce système de crèche, il a été créé pour quoi au départ? Il a été créé pour que la femme puisse aller travailler. Et donc, quoi qu'il en coûte, puisque 25 000 € une place en crèche, quand vous réfléchissez, c'est quand même Bah, c'est un budget, un on peut vrai dire le budget. contraire. Voilà. Et puis, le taux d'encadrement pour l'enfant, je vous rappelle que dans une crèche, le taux d'encadrement, c'est un adulte pour 5 enfants Qui ne qui marche ne pas. marchent pas et un adulte pour 8 enfants qui marchent. Donc, à quel moment a-t-on pris l'intérêt de l'enfant? Mais on a réussi à dire aux parents, il faut absolument que dès 2 mois et demi, votre enfant se sociabilise. Et les parents y ont cru, puisque moi, dans les courriers que je reçois, le premier argument, c'est je voudrais une place en crèche pour que mon enfant se sociabilise. Mais à quel moment un enfant de 2 mois et demi a-t-il besoin de se sociabiliser? Vous voyez? Ça fait rire Et Lisa. encore une fois, je n'en veux pas aux parents. Mm. On les a emmenés dans ce tunnel. En revanche, un parent qui décide, une maman ou un papa qui décide de prendre un congé parental, on va lui donner très gentiment 300 € par mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est prêt à dépenser 25 25 000 000 € pour une place en crèche et 300 et balles, 300 pour parler vulgairement. 300 €, €, je vous laisse dire les pardon. balles, 300 € si c'est les parents. Mais en fait, où est le libre choix? Donnons cette somme aux familles et elles en feront ce qu'elles en veulent. Si les familles trouvent leur équilibre en faisant garder leur enfant dès 2 mois et demi et que c'est comme ça qu'elles ont envie de s'organiser, pourquoi pas? C'est très bien. Mais il y en a d'autres, peut-être que si on leur donnait cette somme, ils diraient « Ah non, non, mais moi, je garde cette somme et je vais rester chez moi et je vais m'occuper de mon enfant. » Mais on a aussi tellement dévalorisé ce côté mère au foyer en disant que c'était pas intéressant. Mm. Que les Ça- autres font mieux, que les voilà, spécialistes que font la mieux. société va faire beaucoup mieux. Ouais. Eh bien, du coup, ces familles se sont retrouvées dans un tunnel. Il n'y a plus aucun libre choix. Il n'y a que des injonctions et des choix politiques de dépenser des budgets pour faire garder les enfants et de donner une toute petite part de plus en plus petite aux parents. Lisa et Patricia, peut-être Patricia, pardon Lisa, je vous coupe l'herbe sous le nez dans l'ordre parce que vous avez toutes beaucoup de choses à dire et c'est normal pendant ces 52 minutes d'émission. Patricia, à quel âge, pardon, un enfant se socialise-t-il? Est-ce qu'on a des données scientifiques ou pas là-dessus?
Alors, nous, on n'est pas, on fonctionne pas vraiment comme ça. Moi, je parlerais d'une construction psychologique pour rejoindre ces dames et dire que effectivement, un enfant, il a besoin à minima d'un an, ce serait formidable auprès de sa maman, voire de D'accord. ses parents. Mmh. Et les 5 premières années sont très importantes dans la construction de l'enfant, ce qui ressortira plus tard à la préadolescence. Mmh. Donc c'est vrai que plus ils sont avec leurs parents, mieux c'est. Mmh. Ça c'est psychologiquement indéniable à partir du moment où l'environnement le permet et où il y a un vrai maternage, une vraie capacité, enfin c'est pas péjoratif, mais une possibilité de la part de la maman ou du papa d'être proche de son enfant et de l'entourer et de l'aimer et de l'accompagner, etc., quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des parents, c'est terrible, mais qui ont des enfants et qui trouvent ça normal. Enfin, effectivement, c'est peut-être de manière sous-jacente un but politique, mais qui trouvent ça normal de le mettre à droite, à gauche, Ouais. de là. Enfin, normal, c'est pas le bon terme, mais il y a aussi des mamans après qui ne peuvent pas faire autrement au niveau financier. J'entends que si on les aidait, bien évidemment, elles feraient probablement différemment. Ouais, ouais, c'est ça l'idée. Alors, on n'a pas dit de l'âge, donc les 5 premières années, mais après voilà, peut-être que certains enfants sont aussi plus C'est-à-dire précoces que que non, après, d'autres, j'en sais effectivement, la rien. primaire, quand il y a cette idée de sociabilisation, c'est vrai qu'il est dit en psychanalyse que les 5 premières années, c'est plutôt vers la maman, puisqu'on débute, donc on reste dans l'environnement proche de la maman. Mais ensuite, effectivement, à partir de la 5e, 6e année, l'enfant va vers les autres. D'accord. C'est là que le papa prend un peu le relais, on joue au foot, on joue au match, on joue déjà tout ça, des trucs, enfin il l'a déjà fait avant, mais si vous voulez, dans le concept un peu psychanalytique, après, il va vers l'extérieur, vers Mmh. les autres, et donc là, c'est pas mal s'il y a C'est sûr qu'entre 2 s'il mois y et a... demi et 5 ans, il y a peut-être un gap, quoi. Il y a peut-être un équilibre à trouver, mais Bien c'est sûr sûr, qu'il y a bien un sûr, gap bien sûr, énorme. bien sûr, énorme. Lisa Kamen, alors je ne sais pas si vous avez quelques informations là-dessus, vous qui êtes quand même institutrice et puis un peu chercheur, dans votre genre, autour de ces Ah bah, questions-là, mais je sais que les études qui portent sur le taux, enfin comment dire, la réussite scolaire des enfants scolarisés très tôt dans les pays où on oblige les parents à scolariser leurs enfants très jeunes, la réussite scolaire est moins bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la scolarisation tôt et la réussite scolaire, c'est plutôt l'inverse. Donc en fait, on voit les résultats quand les enfants restent avec leurs parents jusqu'à un âge où ça leur convient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, encore une fois, moi je suis pour la liberté de mettre ses voilà. enfants à Mmh. l'école ou pas. Mmh. Et il faut demander aussi aux enfants s'ils en ont besoin ou pas. Et ça peut être une partie de la journée, ça peut être toute la journée, ça peut être dans une école, ça peut être un jardin d'enfants. Il y a 1000 façons d'organiser l'accueil des enfants. Et finalement, moi je plaide pour la liberté de le faire, si vous Ouais. voulez. Et quand j'entends madame dire que ça coûte 25 000 euros une place en crèche, moi je serais curieuse de savoir combien de parents garderaient leurs enfants à la maison le temps de la crèche. Enfin, j'imagine que c'est de 2 mois et demi à 3 ans à peu près, puisqu'après c'est l'école qui prend le relais. Combien de parents réfléchiraient à 2 fois avant de mettre leurs enfants à la crèche si on leur donnait 25 000 euros par an pour s'occuper eux-mêmes de leurs enfants? On reconnaît notre Lisa. C'est exactement le même débat que pour la liberté scolaire et le chèque éducation. On prend l'argent aux gens par l'impôt et Ouais. on le dépense à leur place, on choisit à leur place. Mais moi, si on me donnait 25 000 euros pour garder mon enfant à la maison, je pense que je réfléchirais à 2 fois avant de le coller dans une crèche. Hein. Alors un métier effectivement à part entière, quoi. Le métier de parent rentrerait à ce moment-là, reviendrait Bah, comme jadis, il y a fort longtemps, reprendrait ses il lettres de s'agit pas, noblesse, quoi. c'est pas bêtement affecter ces 25 000 euros à la garde à la On est maison. bien d'accord. J'imagine Il y qu'il a y a des tout. calculs très, très savants dont je C'est suis absolument schématisé, mais c'est... incapable. Voilà, j'imagine qu'un actuaire ou quelqu'un qui est spécialisé dans la fiscalité est capable de faire ce genre de calcul pour que ça ne coûte pas à l'État plus que ça lui rapporte, etc. Il ne s'agit pas non plus de mettre les finances publiques à genoux, mais elles le sont déjà de toute façon. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, aujourd'hui, on prend l'argent des gens par les impôts et pas seulement l'argent des parents. Tous les Français payent pour ce système, des gens qui ne sont pas parents, qui ne sont pas grands-parents.
paye aussi pour l'accueil des enfants en crèche. Ça coûte Madame nous dit que ça coûte 25 000 euros par an. Elle ne revient pas, C'est Lisa, mais c'est vrai que ça paraît fou. Ah, moi, j'en reviens pas. J'en Ouais. reviens pas. La Caroline, scolarisation d'un enfant à l'école primaire, c'est 7 200 euros par an. C'est public, c'est sur le site de l'Éducation nationale. oui. Donc 25 000 euros, ça me paraît incroyablement Mm. élevé. Mais je la crois sur parole. Parce que c'est beaucoup C'est-à-dire que vous avez un taux c'est un taux d'encadrement. d'encadrement. Voilà, Il y a c'est les ça. repas en Donc, plus, évidemment. il y a beaucoup de choses qui Bien sont sûr, comprises bien là-dedans. sûr, bien sûr. Je C'est-à-dire comprends, que, non, mais vous voyez, les Ouais. parents ne payent pas les couches, ne Oui, payent pas absolument. bon la sens. La nourriture, hein. nourriture, et il y a un taux d'encadrement très élevé, Ouais, même ouais. s'il Ouais. paraît faible en soi, il est quand même très Caroline, vous élevé. souhaitiez Merci, rebondir, je madame, crois. de donner Oui. ces chiffres. Ah bah Merci écoutez, de donner Lisa, ces chiffres publiquement, parce que c'est vraiment très significatif de notre modèle de société et on va dire, des choix publics qui sont faits aujourd'hui. Caroline, vous souhaitiez rebondir tout à l'heure. Oui, et puis moi, j'ai envie de dire aussi quel temps aujourd'hui laisse-t-on aux familles pour construire leur famille? En fait, les familles, moi, je suis affolée de voir qu'elles n'ont plus le temps. C'est-à-dire que ils vont travailler dur, ils ont des vies, et le week-end, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des courses. Vous voyez tous les enfants dans les poussettes, dans les supermarchés. Et en fait, quel temps ils ont pour construire leur famille? Moi, ça m'affole de voir que ça prend du temps de construire une famille, une relation avec son enfant. Remettre son enfant à 2 mois et demi à la crèche, on voit bien que on ne laisse pas le temps aux parents d'apprendre à être parents. Il faut lui laisser ce temps. C'est pas Et ça se fait, justement, au moins la première année, en créant cette relation En avec son tâtonnant, enfant, etc. Et en tissant un lien, tâtonnant quoi. et en se rendant compte qu'on est capable. Aujourd'hui, vous allez sur les sites, les Mums, tous ces sites Facebook, on se rend compte que les mamans ne se font plus confiance. Alors que c'est elles les premiers éducateurs de l'enfant, c'est elles qui vont trouver en elles leurs ressources pour éduquer leur enfant. Mais en fait, elles ne savent plus faire, elles sont démunies parce qu'on n'aura pas laissé ce temps Ouais. pour créer ce lien avec Alors, je ne sais l'enfant. plus si c'était Lisa ou une autre institutrice que nous avions reçue lors d'une précédente émission l'année dernière sur notre antenne. Et c'est vrai qu'elle disait que elles étaient des deux institutrices, en plus de vous, Lisa Kamet, je m'en souviens très bien. Elle disait qu'effectivement, désormais, les parents connaissaient de moins en moins leurs enfants. Ça m'a d'ailleurs aidé à m'inspirer pour un petit trait, si je puis dire, thématiser en tout cas cette émission ce soir, à force de les mettre à l'étude, à force de les faire emmener à l'école le matin. Du coup, résultat, bilan des courses, les parents ne connaissent en fait plus leurs enfants jusqu'à 12-13 ans, peut-être même parfois après. Au-delà des choix publics, il y a aussi des choix privés qui sont différents aujourd'hui. On en parlait avec Olivier Babot chez vous il n'y a pas très longtemps. Le fait que les parents eux-mêmes soient, comme le dit Olivier, tyrannisés par le divertissement, c'est-à-dire obnubilés par les tablettes, les réseaux sociaux, les jeux parfois, même des adultes, enfin les parents eux-mêmes sont sur les jeux, etc. Finalement, ces choix qui sont pour le coup des choix privés, parce que là on parle du temps qui est passé à la maison avec leurs enfants, est-ce que ce temps-là est véritablement consacré à jouer en famille, à la lecture, à cuisiner ensemble, à des choses regarder toutes même simples un en fait, film peut-être qu'on se prend trop la tête aussi avec des choses compliquées. Voilà, moi je suis pas par principe contre les écrans, mais regarder un film en famille, c'est pas jouer tout seul sur son écran à Assassin's Creed, quoi. C'est une démarche différente, prendre ses enfants en leur expliquant qu'on va regarder tel film parce que c'est intéressant, ça parle d'histoire, ou je sais pas, où les personnages sont passionnants, j'en sais rien. C'est pas la même chose que de jouer seul sur son écran. Et là, on parle plus de choix publics, on parle de choix privés. Et c'est un effort d'éduquer des enfants. On ne rappelle pas assez souvent aux gens que avoir un enfant, c'est avoir de la patience, c'est avoir de l'attention, lui donner de l'attention, c'est lui donner du temps. Moi, j'ai des parents qui viennent en rendez-vous et quand je leur dis votre enfant a déclaré, c'est déclaratif évidemment, mais que le week-end, il passait 4 heures par jour sur écran, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me répondent oui, on sait que c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais je sais pas, il me semble qu'il y a 1000 autres choses à faire. Que pensez-vous de cette phrase? Donc, je vous la soumets parce que vous m'y faites penser, pardon Lisa de vous couper, vous êtes toujours aussi passionnante et bavarde, et oui, l'enfant roi, l'enfant Dieu même disent, reprennent d'autres partisanes en fait, pour aller vite, de Caroline Goldman,
serait donc l'enfant roi, l'enfant Dieu, né de la culpabilité des parents qui travaillent et qui compensent en somme, hein, et qui sont obligés de Mm. laisser leurs enfants à la collectivité. Donc la logique de cette histoire, Patricia Mozan, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à Mm. l'heure, c'est-à-dire que Oui, tout du à coup, fait. donc le rapport à l'autorité, on a du mal à avoir recours donc à la patience, à l'autorité, à faire preuve Oui. sur toute une journée. C'est sûr que je ne dis pas qu'il faut absolument tous être parents au foyer et s'occuper pendant 5 ans. Bon, c'est pas forcément évident aujourd'hui, mais quand bien même, là, on est passé de cet extrême-là à un autre extrême. Mm. Qui est une espèce de surcompensation. Il faut que je gâte mon enfant puisque le pauvre, il est en fait à la crèche, moi je bosse et donc on va faire plein de choses qui coûtent très cher. Je sais pas, j'imagine un peu les choses un peu comme ça. Je sais pas si j'ai raison, Patricia, est-ce que c'est un peu il y a un semblant de vrai dans ce que je raconte? C'est un peu de tout ce que vient de dire Lise et Ouais. vous-même, c'est-à-dire que effectivement, on avait mis nous des warnings il y a très longtemps, dès l'arrivée des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, etc., etc. Il y avait des grandes signatures dans Psychologie Magazine sur les dégâts que ça allait faire et que ça a fait, que ça va encore faire. Et donc, il y a des dégâts sur les parents. Moi, j'ai des dirigeants qui rentrent chez eux, qui, soi-disant, pour se déstresser, alors bien évidemment, il y a d'autres choses derrière au niveau psychologique, mais soi-disant, pour déstresser le soir, se mettre sur leur tablette à jouer. Et Mm. moi, ils ont quand même 100 personnes sous leurs ordres, entre guillemets. Le week-end, ils jouent sur leur tablette. Donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. J'ai aussi, en province, le fait d'avoir plus d'espace. Les enfants vont plus librement dans leur chambre, ils jouent en ligne, ceci, cela, blablabla, et les parents laissent faire parce que pendant ce temps-là, ça a d'autres occupations, hein, c'est comme Mm. ça. Et surtout, ce dont je parlais tout à l'heure, l'hyperactivité est due au téléphone portable qui crée des dégâts. Là, j'ai plus loin sur déjà l'accès à la pornographie, sur plein de choses qui sont délirantes à En partir gros, de zéro 6-8 contrainte, ans. quoi. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous raconter, Caroline Carmentran, parce que l'émission tourne et file, malheureusement, comme le vent. Mais du coup, on se replie dans une espèce de bulle, le zéro contrainte pour tout le monde, quoi. Faut que tout le monde soit tranquille, pas de conflit. Et Mais puis, ça fait il partie de reste la tellement peu de temps pour culpabilité. être en famille. Bah oui, ça fait partie de la Mm, culpabilité, en fait. C'est un peu C'est ça, ça, Caroline, pour c'est terminer. ça, c'est ça, c'est Hein. zéro contrainte. mm. Donc il y a peu de temps, donc il faut que ce temps soit de qualité. Mais en fait, un enfant, c'est un tout. Et on ne peut pas prendre que un bon moment d'un enfant. Un enfant, c'est un tout. Et c'est vrai que éduquer un enfant, ça passe par des moments difficiles, des moments où on va se remettre en question, des moments où on va... Et puis, c'est un don de soi aussi. C'est un don du Ouais. parent enfin, Et moi, et excusez-moi, je me dis pour allez-y. les Alors repas. attendez, excusez-moi, vous pourriez toutes revenir dans quelques instants, s'il vous plaît, juste après avoir écouté, entendu Michel Villeneuve. Il n'y en aura pas de facile. À tout de suite. Mais qui a dit que c'était facile? Et oui, d'éduquer des enfants. Michel Villeneuve, en tout cas, il n'y en aura pas de facile sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons, eh bien, des parents qui s'occuperaient aujourd'hui de moins en moins de leurs enfants. Il faut dire que nous ne sommes pas aidés par ce système, à la fois très très aidant, mais presque trop, dans le sens où on nous invite fortement à les placer en crèche, ensuite à les mettre à l'école très très vite, etc. Nous en parlons avec nos 3 invités du jour, Lisa Kamenir-Sig et son livre La Grande Librairie aux éditions Albin Michel, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants, elle qui est institutrice, qui connaît par cœur la chanson, qui est chroniqueuse dans divers médias, notamment au Point, Caroline Carmentran, ancienne conseillère régionale d'Île-de-France et maire adjointe à la famille et à la petite enfance d'Asnières-sur-Seine, et Patricia Mozan, enfin psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, qui travaille notamment avec les enfants, enfin en tout cas qui travaille sur la question de la solitude de l'enfant unique, et qui connaît bien les enfants, qui en reçoit beaucoup dans son cabinet tous les jours, n'est-ce pas, Patricia? Voilà. Oui, mais si Oui, je peux. allez-y, Je Patricia. voulais insister parce que une grande difficulté qui me peine tous les jours, c'est les parents qui ont du mal à prendre du temps le matin et le soir avec leurs enfants. Oui, Et je les entends qui les réveillent au dernier moment, qui ne donnent pas de petit déjeuner, qui me disent ah bah il faut que je les laisse dormir, etc. Qui le soir ne prennent pas les repas avec eux, qui ont du mal à s'organiser, qui les stressent tout le temps. Donc en fait, je passe mon temps à essayer de leur dire mais le matin,
même si vous les réveillez une demi-heure plus tôt, essayez de les habiller gentiment, de leur faire prendre un petit déjeuner calmement, un peu tous ensemble. Je milite pour les repas en commun parce que ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas dîner tous ensemble. Après, ça me paraît difficile pour les enfants. Et surtout, quand on va les chercher, pas les stresser à nouveau pour dire, bon, alors, vite tes devoirs, vite une douche, vite on met en pyjama, tu dînes au lit. Je n'entends parler que de choses où il faut se dépêcher, Ouais. et il n'y a pas de communion, d'harmonie, on prend pas le temps, on rigole pas, on lit pas des histoires ensemble. C'est un peu compliqué quand même. Ouais. Quel monde. Il y a une brutalité dans ce Oui, monde oui, qui est le nôtre, tout à mesdames. fait. Et oui, il y a Patricia, Caroline Carmentran. C'est pas simple de s'y retrouver là-dedans. Non, Aujourd'hui, en 2023, on n'est pas à l'époque de nos parents, on n'est pas au sortir de la guerre, on n'est pas. Bah oui, on est maintenant. voilà, on est maintenant. Alors peut-être que c'est peut-être le moment de réinventer un système, peut-être qu'il soit pas effectivement, voilà, comme avant, Ouais. ou peut-être que c'était trop, Et oui, peut-être aussi. peut-être que c'était trop, mais peut-être qu'on est tombé dans un extrême inverse. Et je pense qu'il est possible, je pense, de retrouver un juste milieu en permettant aux parents d'être parents. Aujourd'hui, Ouais. on leur permet plus ce temps Mm. et au moins de rééquilibrer et de se dire, ben voilà, je mets ma carrière entre parenthèses et puis je vais faire autre chose après, mais j'aurais eu ce temps, cette satisfaction voilà, de voir grandir mes enfants, d'avoir des échanges avec eux, de connaître leurs amis, d'inviter des amis à déjeuner, d'avoir des bonnes parties de fou rire. Mm. Là, finalement, on est tombé sans doute dans un extrême inverse, mais moi, je suis persuadée que le politique, et on en a parlé au moment des émeutes, hein, le mot famille est revenu, et là, c'est pas anodin qu'Emmanuel Macron a renommé un ministre où on entend le mot famille à nouveau. Je pense que voilà, on est sur le bon chemin et que toutes les études qui sont faites sur ce congé parental, qui Oui. doit absolument être augmenté au moins la première année, de donner voilà, on parle de 75% du salaire la première année aux parents qui Ouais. font le choix de rester chez eux, et puis qu'après ça descende. Mais Vous battez sur ce parle. Ah plan-là? ben, moi, c'est mon cheval de bataille, vraiment, pour donner ce libre choix aux familles, de leur laisser le temps d'être parents. Qu'est-ce qu'on Voilà. peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les parents, simples pas élus, mais justement administrés? Qu'est-ce qu'on peut Eh faire, ben, nous? administrer, vous pouvez, voilà, dire, en gros, l'État dépense tant pour une place en crèche, tant pour En être conscient aider déjà. déjà en Caroline être Carmentran, c'est bien. conscient, déjà en être conscient, et finalement voir le gap qu'il existe entre ce que dépense l'État pour faire garder un enfant en dehors de chez lui et ce que l'État dépense pour faire garder un enfant par un de ses parents. Ouais. Et en fait, le gap est tellement énorme qu'il faut, à mon avis, vraiment urgemment mettre tout ça à plat et laisser ce libre choix en donnant une somme à peu près équivalente, que l'on fasse garder son enfant à l'extérieur ou qu'on le garde soi-même. Et pour répondre de toute façon très positivement à ce sujet, s'occuper de ses enfants, c'est vrai que parfois on peut entendre des personnes qui veulent. C'est vrai qu'on on nous enjoint d'une certaine façon à trouver 1000 occupations, être bourré d'idées, etc. Mais en fait, il y a des choses très très simples. Moi, j'ai vu ma fille, la plus heureuse du monde, en se promenant avec un cousin dans les bois, à jouer avec un espèce de bout de bâton. Et il fallait le lancer le plus, je sais pas dans quel sens. Enfin bon, ils avaient trouvé un système de jeu tous les deux. Je me suis dit, mais en fait, moi qui me casse la vinette à trouver des idées farfelues, en fait, parfois, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, en fait, d'être parent. C'est peut-être ça. Alors moi, je suis le parent des temps modernes avec toutes ces... je suis la bonne victime ce matin, vous voyez, parmi vous. Parce que finalement, j'ai l'impression que tous les gens... C'est un peu la compétition, vous voyez, des idées incroyables. Ah, t'as vu... Bah, en fait, parfois, c'est très, très simple, en fait, finalement, d'occuper... Enfin, que parfois de laisser, d'ailleurs, l'enfant s'occuper tout seul, Ah d'ailleurs. ben, même, hein. Ah, allez-y, Lisa, ça pardon, c'est allez-y. pour Lisa, ça. Ouais. Ah N'est-ce oui, pas, Lisa dans Kamel? mon livre, il y a un chapitre sur l'ennui Ouais, et sur le fait que oui. l'ennui, je ne sais plus quel est exactement le poème, mais il me semble qu'il dit en gros que l'ennui est l'oiseau qui couve l'œuf de la créativité.
Et moi, je crois qu'il faut cesser d'occuper les enfants, d'ailleurs parfois contre leur gré, puisqu'on les inscrit parfois au piano, au poney et je ne sais quoi. Souvent, eux, en fait, ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont baladés d'un coin à l'autre. Justement, ce que disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire ils rentrent tard à la maison, ils ont juste le temps de prendre une douche et de se coucher, ils n'ont pas du tout eu le temps de raconter leur journée. Ouais. Moi, je conseille aux parents souvent, quand ils ont la possibilité de venir chercher leurs enfants à l'école, de leur demander de raconter leur journée avec des questions, puisque un enfant à qui on dit juste qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, il y a 9 chances sur 10 qui vous répondent je ne sais plus. Ouais, Ou, d'accord. euh, Je prends note. bof, rien. Et en fait, il faut. Non, mais c'est des petites questions comme qu'est-ce que tu as fait en mathématiques? Ah oui, et alors tu as travaillé sur les fractions. Et alors c'était comment? De quoi tu te souviens? Ouais. Et la maîtresse, elle explique ça comment? Est-ce que tu peux m'expliquer toi, etc. Ça Oui. leur permet aussi d'apprendre, parce que quand Ouais. on est capable Oui. de reformuler ce qu'on a appris, ça veut dire qu'on l'a compris. Donc c'est déjà la moitié des devoirs qui sont faits. Dans ce cas-là, s'il est capable d'expliquer ce qu'il a fait en histoire ou en maths, la moitié des devoirs sont C'est un faits. 2 en 1 que vous nous Euh, proposez là, Lisa, c'est formidable. Ah non, Une mais partie des devoirs et c'est- en même temps une espèce de connexion avec les Mais parents oui, qui peut parce être... qu'au passage, il va vous raconter que son copain, je sais pas qui, son copain Lucas a raconté une blague qui a fait rire toute la Oui. classe, que sa copine Lucie a fait tomber, il y a que des Lucas et des Lucie chez moi, et sa copine Stéphanie a fait tomber sa trousse et qu'elle a tout renversé, qu'elle était toute rouge, et je sais pas quoi. Enfin, il va vous raconter de la vie de la classe, il va vous raconter le cours. Il va peut-être vous dire que il n'a pas compris telle ou telle chose, mais qu'il n'a pas osé le dire parce que c'est toujours difficile de dire qu'on n'a pas compris. On croit toujours être le seul. Ça permet, voilà, parfois de débloquer quelque chose. Moi, je pense que ce temps-là, le retour de l'école est important. Et il faut pas. Chacun fait comme il le souhaite, mais enchaîner les activités. C'est-à-dire refiler le gamin à la nounou qui elle-même va le refiler à la prof de piano, qui va le refiler au prof de tennis. Et puis finalement, on récupère le gosse à 19h ou à 20h, la tête Sur les complètement rotules. partie. Ouais. Voilà. Parce qu'on sait aussi que Oui, pour si que je la peux. mémoire fonctionne et pour que les apprentissages se fassent, il faut du temps où on ne fait rien. Ouais. Il faut du temps Oui, où tout on à fait. pense. Voilà, Mm. c'est pas de Est-ce que rien je peux me faire. permettre? Patricia Bien sûr. abonde, j'ai l'impression, dans votre sens depuis tout à l'heure, Patricia. Oui, Vas-y. c'est-à-dire que effectivement, il faut vraiment porter un intérêt aux enfants et comme le disait Lisa, il faut poser une multitude de questions parce que avant 5 ou 6 ans, il n'est pas c'est pas incapable intellectuellement, mais il ne peut pas au niveau du temps, il n'a pas la même notion du temps. Donc il faut vraiment aller gratter. Alors la maîtresse, ou des petites questions, maman de Dine, alors le copain, la copine, parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à élaborer avant 5 ans, donc c'est un peu compliqué. Après, vers 6 ans, c'est plus simple, un peu plus simple, mais pas Dès qu'il toujours. parle, on peut Mais, commencer, Patricia, dès qu'il parle en fait, hein, même à la crèche pour les parents qui oui, nous tout écoutent. à fait, Ça peut être une chose à exactement. faire. Mm. Oui, oui, des petites choses, et puis surtout s'intéresser, alors la petite photo, le petit vêtement, comment c'était, les couleurs, enfin, on peut les accompagner sur plein de choses. Effectivement, on sait que la l'oisiveté est très bonne pour la construction de l'imaginaire, surtout. Et puis, est-ce que, inconsciemment, ou je ne sais pas, le courir partout, alors qu'on court déjà toute la journée, quand on est dans une ville un peu plus grande, c'est assez stressant pour tout le monde. Est-ce que à nouveau courir pour l'emmener à une activité, attendre, être stressé, téléphoner, terminer son travail pendant que l'enfant fait son activité, le récupérer stressé parce qu'il faut terminer plus tôt, etc. Est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas. Mais au contraire, rester avec lui, qu'il prenne son bain tranquillement, lui raconter des histoires, qu'il puisse vaquer à des petits jeux, c'est quand même plus sympathique. Ouais. Quand il est avec ses parents, l'enfant est content en fait. Beaucoup de conseils, mesdames, merci beaucoup. Caroline, Carmentran, ce sont de bons. Vous avez enfin le sourire, je suis contente, ça fait plaisir. Ça me rassure un peu de voir votre sourire apparaître tout à coup en cette fin d'émission. Oui, parce que je pense qu'on va retrouver une solution. On va trouver une solution mais à cette bien sûr. histoire, à cette affaire bien sûr. d'occupation des enfants, de garde d'enfants, la grande garderie, effectivement, Lisa Kamen, votre ouvrage. Il y a des répercussions évidentes sur sur le développement des enfants, puis qui deviennent ensuite des ados et des adultes. Qu'est-ce que vous constatez? Lisa, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, bien Lisa sûr. Kamen, oui, pour terminer, je sais que vous avez un train à prendre, mais est-ce Oui. que comment faire effectivement pour les enfants un peu plus grands, donc une fois que la maternelle, la primaire, le collège, les enfants, les parents qui se sentent contraints en tout cas de mettre leurs enfants à l'étude le soir, etc.
c'est vrai que le temps passé en famille devient considérablement réduit. Quelle est la première chose que vous conseillez aux parents qui sont dans cette situation pour se reconnecter en fait finalement à leurs enfants qui ne les connaissent plus ou presque plus, ou qui ont cette sensation que tout leur échappe en fait et qui ils ont Il faut quand aussi la même sensation qu'ils n'ont pas le essayer. choix. Oui, dites-moi. Il y a deux choses. Il faut d'abord le temps qui n'est pas passé avec l'enfant. Il faut quand même que les parents s'y intéressent, qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe à l'école, quels sont les programmes qu'on leur propose, Allez enfin voir les qu'on leur professeurs impose. aussi peut-être pour commencer, ça peut être une bonne idée. Alors, il ne s'agit pas non plus de mettre l'enfant. Moi, je déteste l'idée que les enfants soient au sein du panoptique. C'est-à-dire qu'ils ont aussi la possibilité à l'école d'être différents de ce qu'ils sont à la maison. Il D'accord. faut leur laisser cette possibilité. Il est important qu'ils sachent qu'ils ont des airs de liberté par rapport à la vie familiale et que justement ce qui se passe en famille, ça n'arrive pas jusqu'à l'école non plus. Il ne faut pas que tout le monde sache tout sur l'enfant. C'est terrible pour un enfant d'être comme ça sous le regard de tous les adultes qui l'entourent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'intéresser au programme scolaire, pouvoir poser les bonnes questions. Il y a des parents qui ne savent pas si leur enfant fait de la musique ou pas. Il y a des parents qui ne savent pas si les enfants font, je ne sais pas, de l'informatique ou pas. Ils n'ont même aucune idée des programmes. Donc ça, c'est pas forcément poser des questions à l'enfant, c'est aller voir, je sais pas, sur le site de l'Éducation nationale, discuter avec les professeurs, etc. Et je dirais que la deuxième chose à faire, c'est quand même si on a un emploi du temps très chargé, même si l'enfant lui-même a un emploi du temps très chargé, et ça peut être un choix de l'enfant. Il y a des enfants qui sont passionnés de tennis. Il ne faut pas les empêcher d'aller faire du tennis. Il y a des enfants qui sont passionnés de piano. Il ne faut pas les empêcher d'aller faire du piano. Donc, si l'emploi du temps chargé est un choix, il y a des parents qui aiment travailler, il faut qu'ils puissent travailler. Il faut quand même essayer de se réserver, je dirais peut-être presque comme un rituel, c'est dire, je ne sais pas quoi, le samedi matin, on va au marché ensemble et on prépare un repas tous ensemble. Et voilà. Pas dans les hypermarchés, mais au marché, n'est-ce pas, Caroline? Non, au marché ou dans un hypermarché, ça m'est égal. Chouette, le marché. Non, peu importe. Je ne juge pas du tout le mode de consommation, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, par exemple, c'est de dire, je sais pas quoi, avec mon aîné, je vais tous les ans, moi je connais des familles qui font ça, avec l'aîné, tous les ans, je vais passer, je sais pas quoi, 2 jours chez les grands-parents en Espagne. Avec le cadet, je vais passer, puisqu'il est passionné de forêt, je vais passer 2 jours en forêt au mois de septembre, octobre, dans l'automne et juillet. Voilà. En fait, il ne s'agit pas forcément d'octroyer beaucoup de temps. Il s'agit de donner du temps de qualité. Mais ça, tout le monde le dit, c'est difficile à faire après. Ouais, mais c'est bien de l'avoir redit en tout cas, Lisa. Du bon temps. Voilà, du bon temps. Merci infiniment, mesdames, pour votre honnêteté, votre franchise, votre précision également. Et puis... d'avoir participé à cette émission, tout simplement. Merci Lisa Kamen et la grande librairie Passionnant Ouvrage à dégoter aux éditions Albin Michel. Caroline Carmontran, merci à vous, l'adjointe au maire que vous êtes à la famille et à la petite enfance d'Asnières-sur-Seine, et Patricia Mosdane, merci, psychologue que vous êtes. Merci infiniment, vous trois. J'avais presque envie, j'ai le temps ou pas, non, de citer un poème. Et c'est pas grave, je ne citerai pas la suite du poème évoqué par Lisa Kamen. Et j'ai juste le temps de vous remercier encore. Merci Paul d'ailleurs, mon conduit qui est derrière cette vitre et qui a réalisé cette émission. Merci à vous.